Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur les tisseurs d'orage. Et du coup, ça fait un petit moment que j'avais fait une petite coupure, donc j'ai dû regarder qu'est-ce qu'on avait fait à l'épisode précédent. Donc, euh, on s'était arrêté devant du coup dans les crevasses parce que du coup, on avait aidé le marchand. Il nous avait filé 100 pièces d'or. Et derrière, on était parti un petit peu à l'ouest, jusqu'à tomber sur une sorte de village troll un peu bizarre. Et voilà, on avait été dans les crevasses. Et là, hop, ce qu'on va avoir comme choix, c'est qu'on va peut-être pouvoir du coup aller dans le ravin. Donc, vous partez à l'ouest pour vous donner du courage, vous fredonnez un chant nain qui loue la bataille de la chaîne pendant laquelle votre père a combattu les gobelins, 120 ans plus tôt. Les bandes se font de plus en plus rares. Du côté nord, la route laisse apparaître de plus en plus de roches et de crevasses balayées par un vent glacial. Ça, c'est ce qu'on a fait. Si vous souhaitez poursuivre votre route, le chemin tourne progressivement et nettement vers la gauche, du coup vers le sud. Après un certain temps, vous dirigez vers le sud. Le paysage change et vous vous retrouvez rapidement à l'entrée d'un ravin. Écoutez, on va rentrer dans le ravin. 218. Et il fait pas envie ce ravin. Plus vous avancez dans le ravin, plus vous vous enfoncez dans les ténèbres. Un frisson vous parcourt l'échine. Lentement, à la limite de l'audible, un grincement se fait entendre, semblant celui à une roue en métal mal huilé. Il s'intensifie de minute en minute. Vous avez la sensation de quelque chose glisse tout autour de vous. Soudain, un éclair illumine le ciel et vous voyez un spectre pâle dressé sur une roue métallique. Il ouvre une gueule au croc d'acier et émet un son aigu. À ce signal, les monstres alliés aux silhouettes féminines décharnées fondent sur vous en sifflant. Des harpies. Leurs visages crispés en des rictus terrifiants, elles agitent leurs serres de métal crochu, prêts à vous écharper. Si vous avez l'anneau en bois, non. Tant pis. De cas contraire, vous devez les affronter. Vos pieds s'embourbent dans le sol, meuble votre vitesse est de 1. Donc la 218. Alors, on va essayer quand même de surélever parce que c'était quand même un petit peu mieux quand c'était surélevé. Alors, des seules créatures. On dirait plus des fantômes, plus des banshees que des harpies, mais bon, ok. Donc, ici. Ici, c'est la 1. La 2 ici. Et la 3 là.
Là, ils me redisent ma vitesse est à 2, mais... Tout à l'heure... Ah ouais, voilà, j'étais pas du tout au bon endroit. Pendant le combat, le démon de midi de la roue en métal émet un hurlement effroyable et strident. Si vous trouvez à l'extérieur de la zone de son hurlement, retirez 1 à vos jets de dés. Si vous le trouvez à l'intérieur, retirez 3. Le démon de midi n'attaque pas et ne peut pas être blessé. Les monstres ailés vous attaqueront de manière à vous pousser dans la zone de hurlement du midi. Donc leur but à eux, c'est de me pousser là-dedans. Alors, un paquet de dés. Ça a 7 points de vie chacun. Voilà. Alors, la 1, la 2 et la 3. Et moi actuellement, il est à 16 points de vie. Donc lorsqu'on est encerclé, on a des mollusques. La charge, c'est pour avoir un bonus à l'attaque. Ouais, bon. C'est moi qui agis en premier. Je vais me déplacer ici. Ils ont 7 en dextérité. Moi, j'ai 8. Du coup, le résultat, c'est que c'est le jet de dés qui va déterminer la situation. Comme d'habitude, je suis rouge. 6-6, c'est une égalité. Donc je ne fais rien. Le 1 attaque. Il inflige 2. Il a une coefficient d'arme de 2. Ah oui, quand même. Et moi j'ai une coefficient d'armure de 2. Donc il m'inflige 2 dégâts. Voilà, à 14. Lui se déplace. Sachant que leur but c'est de me pousser 1, 2. Il m'attaque. Par contre, du coup, j'ai un malus de moins 1. Ah mais j'avais déjà un malus de moins 1. Donc tout à l'heure, je perdais le combat. De 1, donc j'avais pris 1 aussi. 13. Et il m'attaque. Donc 4 différences, donc je prends 4. Je suis à 9. Ça se passe pas bien là. Lui se déplace. 1, 2. Ah non, ça a 3 vitesses, pas de problème. Ça vient là. Maintenant, du coup, j'ai un malus
de 2 en dextérité. Ah non, non, non. Je l'avais compté mon malus. De moins 1. Fou. Donc je suis à 11. Parce que j'ai 8 en dex. Donc là j'ai 6 en dextérité. Donc ça fait... J'ai 5 en dextérité à cause du malus. Donc ils ont plus 2 au dé. Donc le troisième attaque. 2 de différence. Hop. Donc j'inflige 2. J'ai un coefficient d'arme de 3. J'inflige 5 dégâts. Hop, le 3. Il passe à 2 points de vie. Du coup, je l'ai repoussé de 1. À moi. Donc, je me déplace. Repousser, repousser. Il est repoussé de 2 cases. 1, 2. Ah, vraiment, comme je suis embourbé, je peux rien faire. Donc, je l'attaque. Toujours le 1. Donc là, du coup, il n'a plus que 1 au bonus de son dé. 2. Je passe. De 1. Et j'ai un plus 3 de coefficient d'armure. Donc j'inflige 4. Hop. Le voilà tombé à 3. Donc il est repoussé. Bah, du coup, il tombe sur un obstacle. Il prend 1 de plus. Bon, ça fait pas trop mes affaires, mais bon. Du coup, il m'attaque. Il a toujours que plus 1 en avantage. Donc, il me dépasse de 2. Il m'inflige 2. Me voilà à 9. Hop. Voilà. Lui m'attaque. C'était un 1. Hop. Donc, il a un bonus. Donc, je fais 3 de différence. Donc, je fais 6 dégâts. Il tombe à 1. Lui vient. M'attaque. Toujours que plus 1 par rapport à moi. Donc j'ai 2 de différence. Donc j'ai 1 de différence. Donc je fais 4 dégâts. Je tue la première harpie. À moi. Je vais l'attaquer. Là du coup c'est plus du tout la même chose. On est à égalité. Mais il m'inflige 3 dégâts. 3 dégâts, ça me repousse de 2 cases. Et je passe à 6. Et 6, j'ai des malus maintenant.
Ah, c'est pour les tests de sagesse ou de dextérité. Pas au combat, ok. C'était lui qui m'a attaqué. Non, c'est moi qui l'ai attaqué. Donc, il vient, il m'attaque, il me défonce, parce que ça, il me fait 4 dégâts. Je suis à 2. Je suis encore repoussé de 2 cases. Lui se déplace. C'est la harpie numéro 2, elle se déplace de 3. 1, 2, 3. À moi. Je viens ici. Ah non, j'ai que 1 en déplacement. Et je mets contre l'arbre. Lui se déplace. M'attaque. Je le tue. Pfff. Lui se déplace de 3. 1, 1, 2, 3. Ici, il m'attaque. Il m'inflige 1. Non, c'est égalité maintenant. Ouais, donc il dépasse de 1. Il m'inflige 1. Il me reste 1 point de vie. Moi, je l'attaque. Et je finis par le tuer. Bon, j'ai passé les harpies, mais c'était pas sans conséquence. Il me reste qu'un point de vie. Pouf. Perdu le crayon. J'ai vraiment perdu le crayon. Ah, le voici. Oh. Voilà. Plus qu'un seul point de vie. Ça va être compliqué, ça, cette histoire. Si vous avez terrassé les harpies, j'ai terrassé les harpies. Essoufflé, vous vous appuyez sur votre hache et vous essuyez le front. Les corps contorsionnés des harpies pâlissent et partent en fumée. Après quelques instants, seules les traces de pas et de sillons dans la terre témoignent du combat qui vient de se dérouler. Vous cherchez le démon de midi du regard, mais vous ne le voyez nulle part, et vous sentez plus sa présence. Vous regardez autour de vous, d'un air curieux, les ténèbres, étranges, comme moites et collantes, règnent dans ces lieux. Il est difficile de percer du regard. Vous ne marquez rien d'intéressant, rien qui sert de s'attarder ici. Mieux vaut partir d'ici. Le nord, ça nous intéresse pas. On va continuer à aller au sud. 122. Offert Kilpa Skaregar. Ouais, je vais pas le prononcer longtemps celui-là. La lune est déjà haute lorsque vous arrivez à une falaise vertigineuse, nommée, on l'a dit, la roche sacrificielle. Vous voyez les vagues s'abattre sur son pied avec violence. Avez-vous entendu les chants mentionnant cet endroit au cours de vos aventures? Bah, non, il me semble pas.
Donc 25. Vous décidez de passer la nuit ici. Vous trouverez bien un endroit éloigné de l'énorme précipice, dans un vallonnement bien abrité. Vous préparez un feu et vous emmitouflez dans votre fourrure. Vos yeux se ferment lentement et vous finissez par vous endormir. Votre nuit est agitée de cauchemars et vous rayez sans cesse en sueur. Le matin, vous ne vous souvenez de rien de tout cela. Vous êtes entouré d'un tapis de brume matinale où vous devinez des silhouettes d'arbres morts. Euh, mais on va partir vers l'est. 10. Vous empruntez la route en terre battue qui mène vers l'est. Bientôt, sa qualité s'améliore. Vous avancez de plus en plus vite. Et en fin d'après-midi, vous apercevez une grande demeure légèrement au nord de la voie. On va se diriger vers la demeure 28. Bon. La demeure d'Alceste. Mais Alceste, c'est notre copain marchand. Ok. La vaste demeure est entourée d'une palissade en bois. Les portes, en mélèze, sont clos pour la nuit, car le nord connaît de véritables invasions de loups-garous. Toutefois, pendant la journée, elle reste grande ouverte. La cour est remplie de traîneaux qui croulent sous les marchandises. Leur chargement et leur déchargement s'accompagnent de brouhaha et de nombreuses conversations. Les compagnons fourmillent partout. Certains amènent des biens aux entrepôts, tandis que d'autres, au contraire, vident les bâtiments imposants et chargent les véhicules. Deux guerriers corpulents, enveloppés de fourrure, sont assis sur un banc, devant la demeure. De leur conversation, vous déduisez qu'il s'agit de la demeure d'Alceste. Vous avez déjà rencontré Alceste, vous demandez à un des gardes de vous annoncer votre venue à Lot. Ben oui, on le connaît, c'est un copain. 29. On lui a sauvé la vie. Alceste accourt à votre rencontre, les bras grands ouverts. Bienvenue, Tim, mon vieil ami. La porte de ma maison sera toujours ouverte à mon sauveur. Entrez donc, entrez. Vous traversez un vestibule sombre qui débouche tout droit sur le hall de la demeure d'Alceste. Au centre, un feu crépite joyeusement, une fumée odorante s'élève vers le plafond. Passant entre les poutres noircies de suie et s'échappe vers le ciel par une ouverture pratique dans le toit. Les murs de la mélèze sont couverts de riches tapisseries venues de pays lointains, mais aussi d'armes de valeur, comme le veut la tradition nordique. Le parquet est dissimulé sous des peaux d'ours et de sanglier. Il est gravement riche. Même 100 pièces d'or, peut-être, c'était pas cher payé pour lui. Lot appelle son intendant et lui demande de servir son meilleur jambon, accompagné d'une pinte de sa bière d'octobre. Pendant 1 heure, vous racontez les dernières aventures et voyages jusqu'à qu'un clerc s'approche du marchand pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Alceste l'écoute, visiblement secoué. Navré, mon cher ami, les affaires m'appellent. Je vais te présenter à mes invités. Je suis certain que vous passerez une agréable soirée. Il vous mène à ses hôtes, puis disparaît dans le vestibule. 7. Les invités d'Alceste. Jeanne Erdvinsson,
Cet érudit juriste Dulgar possède une excellente connaissance du droit et des coutumes. Il est tellement riche que c'en est indécent. Si l'un de vos amis vous a demandé de l'aide d'ordre juridique au cours de vos aventures, vous pouvez vous adresser à lui. Non, mais au moins je sais que ça. Dans le cas contraire, il ne sert à rien d'entamer la conversation, car John Everson est connu pour être froid et désagréable. Skal Gudfatsson est un barde et philide réputé dans le Nord entier. D'après la rumeur, il connaît plus de 180 sagas d'une infinité d'odes. Il compose également ses propres poèmes, chose fort rare parmi ses semblables. Sa réputation est telle que si vous souhaitez entendre une ballade, vous devez payer 15 couronnes. Fetch MacHugh O'Brien, pas Brian, général des armées du Gard, a le regard plongé dans sa pipe et sa bière de blé tiède, l'air affligé. Il suffit d'un coup d'œil pour deviner qu'il n'est pas d'humeur à bavarder. Une boîte de dominos est posée sur la table, parfois rien de tel qu'un casse-tête pour mettre de l'eau dans ses pensées. N'oubliez pas que vous pouvez choisir qu'un dessin à composer sur l'ensemble de la partie. Ah, bon, je sais pas. On va faire ça, 30. Vous éparpillez les dominos sur la table. Dans la version du jeu, les points sont remplacés par des symboles de différentes couleurs. Vous commencez à composer un dessin machinalement. Qu'allez-vous représenter ? Bon, on va faire le premier. Une rose écarlate sur fond blanc et un lion d'or debout sur un fond rouge. Le 31. Fletch se lève d'un bond et vous attrape par les pans de vos habits. Parle, vous compte-t-il au visage. Alors comme ça, tu es de mèche avec ces chiens de saxo-normand et tu oses clamer en ma présence. Sache que j'ai tué des chiens d'anglais tels que toi à la bataille de Glenmalure. Par l'Ira, tire ton épée ou je te saigne comme un goré. Vous le regardez froidement. Es-tu sûr de vouloir faillir à la règle d'hospitalité, à attirer la colère des dieux, non seulement sur toi-même, mais aussi sur ton hôte? Si c'est le cas, frappe-moi et sois maudit. Fletch MacHugh pâlit de rage. À compter d'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes ennemis. N'oublie pas mes paroles, nain. Vous lâchez et vous quittez la salle commune. Après synthétisant, vous n'avez plus cœur à dîner en compagnie des autres. Vous rentrez dans votre chambre et vous vous enroulez dans votre fourrure et dormez jusqu'au matin. Vous partez pour Garde des Lobes. 143. Ah mince, j'ai fait le mauvais choix. Maintenant, et me voilà à la cité. Eh ben, on va couper là. Me voici de retour à Elgar. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. J'ai ma petite idée de choses qu'on va pouvoir faire. Mais il va falloir aussi se reposer un petit peu. On n'a plus rien par ici. Voilà. Donc retour à Elgard. Bon, de toute manière, on était obligé puisqu'il nous reste qu'un point de vie.
Donc c'était des choses à faire. Bon, c'est dommage que ça s'est pas bien passé dans cette cité. Par contre, prendre une petite feuille pour noter quand même. Parce qu'on a rencontré des nobles. Des notables en tout cas. Et si on a un copain qui a des problèmes juridiques, on pourra l'aider. On sait où aller en tout cas. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.